Et si la personne que tu crois être n'était pas réellement toi? Et si ton manque de confiance, tes difficultés à aimer, tes schémas relationnels, tes problèmes d'argent ou même certaines réalités que tu continues de reproduire n'étaient pas le résultat d'un manque de volonté, mais simplement le résultat d'une identité que tu as adoptée sans jamais la choisir? Parce qu'il existe une différence fondamentale entre ce que tu crois être et ce que tu es réellement. Et peut-être que toute ta vie commence exactement là, à l'endroit où tu cesses de demander au monde qui tu dois être pour commencer enfin à découvrir depuis quel angle unique tu es venu observer et expérimenter cette réalité. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener au point de départ de tout, à ton identité. Be the one. Je suis Andrea Serban, mentor identitaire, et ici je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Et aujourd'hui, nous allons parler d'identité. Il existe une question qui traverse toute une vie sans que nous en ayons toujours conscience. Elle se cache derrière nos désirs, nos relations, nos choix, nos réussites, nos échecs, nos changements de direction et parfois même derrière nos souffrances les plus profondes. Cette question est simple en apparence, mais probablement l'une des plus complexes que l'être humain puisse se poser. Qui suis-je réellement ? Nous passons une grande partie de notre existence à répondre à cette question sans forcément la poser consciemment. Alors nous construisons une personnalité, nous adoptons des rôles, nous accumulons des expériences, nous recevons des étiquettes, nous développons des croyances sur nous-mêmes et progressivement nous finissons par appeler tout cela « moi ». Mais est-ce réellement nous ou est-ce simplement ce que nous avons appris à devenir au contact de ce monde ? C'est ici que commence, pour moi en tout cas, la véritable exploration de l'identité. Car l'identité n'est pas seulement une description de soi. Elle n'est pas une profession, une liste de qualités, un caractère ou une histoire personnelle. L'identité, à mon sens, est peut-être quelque chose de beaucoup plus profond. Le point de vue singulier à travers lequel une conscience, toi, fait l'expérience de la vie. Imaginez un instant que la réalité, ou ce que certaines traditions appellent la source, soit une conscience infinie contenant toutes les possibles. Pour pouvoir faire l'expérience d'elle-même, cette conscience aurait besoin de se regarder depuis différents endroits. Elle se manifesterait alors à travers une infinité de points de vue. Chaque être humain deviendrait une fenêtre particulière à travers laquelle la vie s'observe elle-même, se découvre et s'expérimente. Nous pourrions venir de la même origine et pourtant ne jamais voir exactement le même monde parce que nous ne regardons pas depuis le même endroit. Deux personnes peuvent vivre la même expérience, assister au même événement, regarder le même paysage ou entendre les mêmes mots. Et pourtant, on dirait deux réalités totalement différentes. L'événement reste le même, mais celui qui l'observe ne l'est pas. Et c'est peut-être là que réside l'essence de l'identité.
Elle est l'angle unique depuis lequel nous percevons, interprétons et expérimentons l'existence. Cette vision rejoint, à sa manière, certains principes souvent exprimés dans les enseignements spirituels et philosophiques que j'ai pu découvrir tout au long de mon aventure. L'idée centrale n'est pas que nous devrions fabriquer une nouvelle personne pour obtenir une nouvelle vie. L'idée serait plutôt que notre expérience devient plus fluide lorsque nous nous rapprochons de ce que nous sommes naturellement. Dans cette perspective, alors l'enthousiasme, la passion et ce qui nous excite authentiquement ne sont pas des simples émotions agréables. Ils deviennent des informations. Ils sont comme un système de navigation intérieure. Ils nous indiquent une direction dans laquelle notre énergie circule naturellement. Il ne s'agit pas de faire uniquement ce qui est facile, ni de rechercher une euphorie permanente. L'enthousiasme peut être discret. Il peut se manifester par une, fascination, par une curiosité qui revient sans cesse, par un sujet que l'on ne se lasse jamais d'explorer, par une conversation qui nous fait oublier le temps, par une question qui continue de nous habiter même lorsque nous pensons l'avoir abandonnée. Ce sont souvent des mouvements naturels qui nous donnent des indices sur l'identité qui cherche à s'exprimer à travers nous. Car nous pouvons aimer la même chose pour des raisons complètement différentes. Deux personnes peuvent aimer la psychologie. L'une parce qu'elle veut aider les autres à guérir, l'autre parce qu'elle a cherché à comprendre les mécanismes de la manipulation. Une troisième parce qu'elle est fascinée par le cerveau. Et même une quatrième parce qu'elle veut mieux se connaître. L'activité est la même, mais l'identité qui s'exprime à travers elle est très différente. C'est pourquoi découvrir son identité ne consiste pas simplement à se demander ce que l'on aime faire. Il faut aller plus profondément et chercher le fil invisible qui relie toutes les choses que nous aimons. Qu'est-ce qui se répète derrière les activités, les métiers, les passions, les expériences? Quel est le dénominateur commun? C'est souvent là que l'identité commence à devenir très visible. Dans mon propre parcours, par exemple, je pourrais citer de nombreux domaines qui semblent différents. La spiritualité, la numérologie, la programmation neurolinguistique, le développement personnel, le coaching, la communication, le marketing digital, le design, la création, l'identité humaine et la mécanique humaine. À première vue, cela pourrait sembler dispersé. Pourtant, lorsqu'on remonte jusqu'au fil conducteur, quelque chose apparaît de manière très évidente. Une fascination pour l'être humain, pour la manière dont il perçoit la réalité, interprète une expérience, construit une image de lui-même, prend les décisions et finit par créer une certaine réalité. Le sujet n'est donc pas réellement la numérologie, la PNL, ou bien le marketing, ou tout ce qui est créativité. Le sujet est l'humain et le mécanisme par lequel il devient celui qui observe sa propre vie. C'est en remontant ainsi vers le principe commun que l'on commence à découvrir quelque chose de plus profond dans nos activités. L'angle de vue que nous sommes venus explorer. Et c'est ça, votre identité. Certaines personnes semblent naturellement attirées par la création, d'autres par la transmission, d'autres encore par la protection, je dirais la guérison, la liberté, la beauté, le pouvoir, la connaissance ou même la transformation. Dans mon cas, l'archétype qui revient avec le plus de force est celui de la chercheuse de vérité. Mais il est important de préciser ce que cela signifie.
Je ne suis pas fascinée par l'idée de trouver une vérité absolue que je pourrais ensuite imposer aux autres, loin d'être le cas. Ce qui me fascine, c'est précisément le fait qu'une même réalité puisse contenir plusieurs vérités, selon l'angle depuis lequel est observée. Une expérience peut être injuste pour une personne et libératrice pour une autre. Une croyance peut être profondément vraie pour quelqu'un et totalement étrangère pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis souvent, oui, tu as raison, mais en même temps, tu as tort. Tout dépend de qui regarde l'expérience. Une même situation peut être interprétée comme une punition, une opportunité, un hasard, un apprentissage ou un signe, selon celle ou celui qui la regarde. La richesse ne se trouve pas nécessairement dans la recherche d'une seule réponse universelle. C'est d'ailleurs ça la richesse humaine. Elle se trouve peut-être dans la capacité à reconnaître la dimension multidimensionnelle de l'observation humaine. Je ne cherche pas donc la vérité absolue. Il y en a, mais ce n'est pas mon objectif. Ce qui me fascine, c'est comprendre comment une même réalité peut contenir autant de vérités qu'il existe d'angles pour l'observer. C'est ici qu'il devient essentiel de distinguer l'identité du self-concept. Le self-concept ou concept de soi ou image de soi est en grande partie ce que nous croyons être et se construit progressivement au contact de l'extérieur. Nous entendons des choses sur nous. Nous recevons des compliments, des critiques, des rejets ou des validations. Nous réussissons ou nous échouons. Nous vivons certaines expériences à répétition. Nous commençons alors à tirer des conclusions. Je suis timide, je suis forte, je suis difficile à aimer, je ne suis pas capable, je dois travailler plus que les autres, je ne mérite pas l'abondance, je suis celle qui doit toujours sauver tout le monde. Et à force de répéter ces conclusions, elles deviennent une image de nous-mêmes. Nous ne disons plus « j'ai vécu plusieurs situations dans lesquelles je me suis sentie incapable ». Nous disons « je suis incapable ». Une expérience devient alors une identité. Une adaptation devient une personnalité. Une croyance devient une définition. C'est ce que j'appelle l'identité par défaut. L'identité par défaut n'est pas nécessairement fausse ou mauvaise, dans le sens où elle aurait été inventée de toutes pièces. Elle a souvent une fonction très spécifique. Elle est une réponse intelligente à un environnement. Une personne peut devenir extrêmement indépendante parce qu'elle a appris qu'elle ne pouvait pas compter sur personne. C'est d'ailleurs mon cas. C'est ce que j'ai cru pendant des années. Une autre peut devenir perfectionniste parce qu'elle a appris que l'amour et la reconnaissance dépendaient de ses performances. Une autre croyance que j'avais. Une autre encore peut devenir silencieuse parce qu'elle a appris que s'exprimer était dangereux. Ces identités sont souvent des adaptations. Elles ont été utiles à un moment donné. Le problème apparaît lorsque nous continuons à les confondre avec notre essence longtemps après que leur fonction initiale a disparu. L'identité originelle, quant à elle, pose alors une question différente. Elle ne demande pas « qu'est-ce que le monde m'a appris à croire que je suis ?» Elle demande « indépendamment de tout ce que j'ai appris, qu'est-ce qui cherche naturellement à s'exprimer à travers moi ?» Et le mot « naturellement » ici prend tout son sens. L'identité originelle n'est pas forcément une liste de caractéristiques. Elle est davantage un axe, une direction naturelle de l'être. Je dirais une manière particulière d'être fasciné, de créer, d'aimer, de comprendre et d'observer.
Elle peut avoir été recouverte par les conditionnements, mais elle laisse souvent des traces. Elle revient dans nos passions, dans nos fascinations, dans ce qui nous indigne, dans ce que nous remarquons spontanément alors que personne d'autre ne semble y prêter attention. Elle apparaît parfois même dans nos blessures, car ce qui nous fait profondément souffrir peut révéler quelque chose que nous considérons comme fondamental. Pourquoi alors tant de personnes restent-elles enfermées dans leur self-concept, cette identité par défaut, plutôt que de chercher leur identité originale? Parce que le connu est très rassurant, même lorsqu'il est douloureux. Une identité limitée peut faire souffrir et pourtant procurer une certaine sécurité. Si je me suis toujours définie comme quelqu'un qui échoue, cette définition devient paradoxalement prévisible. Je sais ce que je peux attendre de moi. Si je commence à remettre cette identité en question, je dois entrer dans un espace inconnu. Qui suis-je si je ne suis plus celle qui échoue? Si je ne suis plus celle qui doit être forte? Qui suis-je si je ne suis plus celle qui doit plaire? Remettre en question une identité par défaut peut être perçu inconsciemment comme un danger, parce que cette identité a parfois été construite pour nous protéger. Nous ne nous accrochons pas seulement à des croyances. Nous nous accrochons à des mécanismes de survie qui ont fini par devenir notre définition de nous-mêmes. C'est pourquoi la découverte de l'identité peut transformer profondément la question de la confiance en soi, de l'estime de soi et surtout de l'amour de soi. Nous cherchons souvent à fabriquer ces choses, à avoir confiance. Nous voulons améliorer notre estime. Nous voulons nous aimer davantage. Mais peut-être que la véritable question est ailleurs. Comment avoir une confiance profonde lorsque nous passons notre vie à maintenir une identité qui ne nous correspond pas réellement? Comment s'aimer lorsque nous nous abandonnons constamment pour correspondre à ce que nous croyons devoir être? Il existe une forme de confiance beaucoup plus fondamentale qui naît lorsqu'une personne commence à reconnaître qui elle est. Non pas « je crois que je suis cette personne », non pas « j'espère devenir cette personne », mais « je sais que ceci est profondément vrai pour moi ». Croire et vouloir peuvent fluctuer selon l'extérieur. Ce que nous croyons aujourd'hui peut être remis en question demain. C'est d'ailleurs même mon propre fonctionnement. Ce que nous voulons peut changer selon nos peurs, nos environnements ou les modèles que nous observons. Mais la reconnaissance identitaire ressemble davantage à un savoir intérieur. Elle devient un point d'ancrage. Et à partir de là, l'alignement devient la conséquence naturelle de cette reconnaissance. Je commence à prendre des décisions cohérentes avec ce que je sais être profondément important pour moi. Je choisis des relations dans lesquelles je n'ai pas besoin de me trahir. Je construis un travail qui permet à mon énergie naturelle de s'exprimer. Je cesse, par exemple, progressivement de vouloir obtenir une vie qui impressionne et je commence à construire une vie qui me ressemble. C'est dans ce cas et dans ce sens que l'identité peut être considérée dans une lecture spirituelle ou symbolique comme la fréquence la plus élevée que nous puissions expérimenter. L'authenticité, non pas comme une affirmation scientifique sur la physique de l'univers, mais parce qu'elle représente un état de moindre fragmentation. Plus je suis éloignée de moi-même, plus je dépense de l'énergie à maintenir des personnages différents selon les situations. Ne pas être soi-même est beaucoup plus compliqué que d'être qui nous sommes réellement. Donc plus je suis proche de ce que je reconnais comme authentique,
moins j'ai besoin de me diviser. L'identité reconnue mène à l'authenticité. L'authenticité facilite l'alignement. L'alignement produit une expérience plus cohérente avec soi. Et cette cohérence devient le terreau sur lequel nous pouvons grandir la confiance, l'estime et une forme beaucoup plus profonde d'amour de soi. S'aimer soi-même, c'est d'être le plus possible qui nous sommes réellement. Parce que peut-être que l'amour de soi n'est donc pas quelque chose que nous devons apprendre à ajouter à notre personnalité. Peut-être commence-t-il au moment où nous cessons de nous abandonner. Lorsque je connais mon identité et que je vis systématiquement à l'opposé de ce que je sais être, je crée moi-même une rupture intérieure. Tandis qu'à l'inverse, chaque fois que je prends une décision cohérente avec mon identité profonde, j'envoie un message à moi-même. Je me prends en considération. Je me crois, je me respecte. L'amour de soi devient alors moins une émotion à produire qu'une relation de fidélité avec soi-même. Dans cette exploration, la numérologie peut jouer un rôle intéressant. Elle n'a pas besoin d'être considérée comme une vérité absolue, encore une fois, ou comme un système capable de déterminer définitivement qui nous sommes. Elle peut être envisagée comme un langage symbolique, un miroir, une permission. La date de naissance, le nom et le prénom peuvent proposer certains thèmes à explorer, certaines répétitions, certaines tensions ou certains potentiels. Mais aucun chiffre ne devrait avoir le pouvoir de définir une personne à sa place, bien évidemment. Dire tu es un 7, donc tu es comme ça, comme si, reviendrait simplement à remplacer une prison identitaire par une autre. Une utilisation plus consciente serait plutôt voici une proposition symbolique, regarde si tu trouves ce thème dans ton expérience, observe comment il s'exprime de manière unique chez toi, garde ce qui t'aide à mieux te comprendre et laisse ce qui ne te correspond pas. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis un 7, mais je ne me définis plus seulement comme un 7. La numérologie devient alors une conversation avec soi-même. Elle ne crée pas l'identité, elle la reflète. Elle peut parfois aider à révéler une facette qui demandait déjà à être reconnue. C'est un outil, rien de plus. Et si une personne ne croit pas du tout à la numérologie, cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas découvrir son identité. Elle possède déjà un instrument extraordinaire, l'observation de sa propre énergie. Que fait-elle naturellement ? Qu'est-ce qui l'enthousiasme véritablement ? Quels sujets reviennent constamment dans sa vie ? Qu'est-ce qu'elle pourrait explorer pendant des heures sans se lasser ? Qu'est-ce qui lui donne l'impression que son esprit s'allume ? Qu'est-ce qui la met naturellement en mouvement ? Qu'est-ce qui l'émeut ou l'indigne profondément ? Qu'est-ce qu'elle remarque que les autres ne semblent pas voir ? Et surtout, quel est le fil invisible qui relie toutes ces réponses ? L'identité se révèle souvent moins dans la réponse immédiate que les répétitions. Lorsque nous observons suffisamment longtemps notre vie, certains thèmes reviennent avec une constance troublante. Nous pouvons changer de métier, de relation, de pays, de projet ou de phase de vie, mais certaines questions continuent à nous suivre. Ce sont peut-être les traces de notre angle de vue. Il est cependant essentiel de comprendre que découvrir son identité ne signifie pas la figer. Et ça, c'est très important pour moi à te transmettre. L'identité n'est pas une cage plus sophistiquée. Elle est vivante. Une personne peut explorer un angle de vue pendant des années, en développer tout le potentiel, intégrer les apprentissages qui en résultent et sentir ensuite qu'elle doit s'ouvrir à une expression plus vaste. Cela ne signifie pas nécessairement que l'ancienne identité était fausse.
Elle était peut-être simplement devenue trop petite. C'est exactement ce qui m'est arrivé. L'évolution identitaire ne ressemble donc pas obligatoirement à ceci. Ancienne identité supprimée, nouvelle identité créée. Elle peut ressembler davantage à un processus d'expansion. Une identité est vécue, explorée, intégrée, dépassée et finalement contenue dans une identité plus grande. Nous pouvons tous reconnaître certaines petites identités qui nous ont marqué notre parcours. Je suis celle qui survit, je suis celle qui cherche, je suis celle qui se construit, je suis celle qui apprend, je suis celle qui crée, je suis celle qui transmet. À un moment donné, chacune de ces identités peut être profondément vraie, mais aucune ne contient nécessairement la totalité de l'être. Nous grandissons lorsque nous pouvons regarder les versions précédentes de nous-mêmes sans avoir besoin de les rejeter. Car toutes ces personnes ont été moi. Elles ont chacune exploré quelque chose. Elles ont développé des capacités qui font aujourd'hui partie de qui je suis. Je n'ai pas besoin de les supprimer. Je peux les contenir dans une version plus vaste de mon identité. Et cette idée résonne particulièrement avec mon propre parcours. En 2017, j'ai vécu ce qui ressemble, avec le recul, à un changement identitaire majeur. Une transformation si profonde que certaines parties de ma vie intérieure ont semblé perdre leur continuité intérieure. Comme si la personne qui avait vécu certaines expériences n'était plus tout à fait celle que je reconnais être aujourd'hui. Ce phénomène peut être troublant, mais il révèle aussi quelque chose d'essentiel dans la dynamique identitaire. Nous pouvons changer de point d'observation de manière si profonde que notre rapport au passé lui-même se transforme. Pourtant, ce changement n'aurait peut-être jamais été possible sans l'identité qui l'a précédé. C'est parce que je ressentais un désalignement, un décalage intérieur et une forme de souffrance que j'ai commencé à comprendre que l'identité depuis laquelle je vivais ne pouvait plus contenir ce qui cherchait à émerger. Le désalignement devient alors une information. Et je sais que nous avons tendance à considérer toute souffrance comme un problème à éliminer immédiatement. Mais certaines souffrances ont peut-être une fonction révélatrice. Elles nous montrent que quelque chose ne fonctionne plus entre ce que nous sommes devenus et la manière dont nous continuons à vivre. Une personne peut posséder tout ce qu'elle croyait vouloir et ressentir malgré tout un profond vide. Car ce qu'elle a besoin n'est peut-être pas ce qu'elle veut. Elle peut être par exemple admirée et ne pas se sentir reconnue. Elle peut réussir selon les critères du monde et avoir l'impression de jouer un rôle. Ce n'est pas toujours parce qu'elle a choisi la mauvaise vie. C'est parfois parce que l'identité depuis laquelle elle prend ses décisions n'est plus alignée avec ce qui cherche à s'exprimer à travers elle. La souffrance peut parfois signaler non pas que nous sommes perdus, mais que nous avons dépassé l'identité depuis laquelle nous essayons encore de vivre. C'est également la raison pour laquelle l'identité influence toutes les sphères de notre existence. Elle est le point de départ de notre perception. Et notre perception influence nos interprétations. Nos interprétations influencent nos décisions. Et nos décisions déterminent nos actions. Sans oublier que nos actions participent à la création de nos résultats et de notre expérience de la vie, de la réalité. On pourrait donc imaginer une chaîne assez simple. Identité, perception, interprétation, décision, action, expérience, réalité. Et une fois cette réalité vécue, elle vient souvent confirmer l'identité de départ. Une personne qui se considère comme non méritante
interprétera certaines opportunités différemment d'une personne qui se reconnaît comme légitime. Une personne qui se définit comme impuissante ne prendra pas les mêmes décisions qu'une personne qui se perçoit comme créatrice de possibilités. La réalité devient alors un miroir qui renforce progressivement le concept que nous avons de nous-mêmes. C'est pourquoi l'identité agit sur l'amour et les relations, sur la santé et le bien-être, sur l'organisation, la productivité, sur la carrière et notre mission de vie, sur le business et les finances, sur la famille et la parentalité, sur le mindset et surtout sur la spiritualité. Dans une relation, elle influence ce que je crois mériter, accepter, exprimer. Dans mon rapport au corps, elle influence la manière dont je prends soin de moi et ce que je crois possible. Dans mon travail, elle détermine ce que je considère comme ma place et ma contribution. Dans le business, elle influence ma relation à la valeur, à l'argent, à la visibilité et à la création. Dans la parentalité, elle va influencer la manière dont je me positionne et ce que je transmets comme parent. Dans la spiritualité, elle influence la façon dont j'interprète l'existence même. La même stratégie peut produire des résultats totalement différents selon l'identité depuis laquelle elle est appliquée. Et c'est ici que l'identité devient le véritable nexus zéro, le point de départ de toute observation. Avant de chercher comment changer un résultat, il devient pertinent de revenir à celui qui regarde le résultat, qui observe depuis quel angle de vue, quelle identité interprète cette situation. Et est-ce que cette identité est une expression consciente et choisie de moi-même ou plutôt une adaptation que je répète automatiquement? Revenir au nexus zéro ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie revenir à la source de la création. Car avant toute stratégie, avant tout objectif et avant toute action, il y a toujours quelqu'un qui choisit. Donc connaître son identité ne signifie pas se limiter à une définition. Cela signifie devenir consciente de l'angle depuis lequel nous choisissons de regarder le monde. Dans mon cas, je peux reconnaître que l'angle de la chercheuse de vérité influence profondément ma manière de vivre. Lorsque je regarde une situation, mon réflexe n'est pas nécessairement de demander immédiatement qui a raison. Je veux juste observer les différents niveaux de lecture. Je veux comprendre comment chaque personne construit sa réalité et je veux regarder derrière l'évidence. Je veux remettre en question ce qui semble acquis. Non pas parce que je crois qu'une seule réponse se cache quelque part ou que je dois absolument la trouver, non. Et parce que la multiplicité elle-même me fascine. C'est cet angle qui donne une cohérence à mon parcours et qui peut devenir un guide pour mes décisions futures. Peut-être que le véritable objectif de la découverte identitaire n'est donc pas simplement de répondre une fois pour toutes à la question « Qui suis-je » Peut-être s'agit-il d'apprendre à reconnaître le mouvement vivant de notre expression, à distinguer ce qui vient de nous, de ce que nous avons appris à répéter, à observer nos adaptations sans les condamner, à remercier les identités qui nous ont protégées, puis à accepter qu'elles ne soient plus nécessaires, à utiliser les outils symboliques comme la numérologie sans leur abandonner notre autorité et discernement intérieur, à écouter notre enthousiasme comme une information plutôt que comme une distraction, à observer nos répétitions, à reconnaître nos fascinations, à accepter que notre identité évolue, que nous puissions devenir suffisamment vastes pour contenir toutes les versions précédentes de nous-mêmes. Car au fond, découvrir son identité ne consiste pas à créer une personne parfaite.
Il s'agit de réduire progressivement la distance entre ce que nous savons profondément être et la manière dont nous vivons concrètement. Car plus cette distance diminue, plus l'authenticité devient possible. Plus l'authenticité devient possible, plus l'alignement devient naturel. Et plus nous vivons en alignement avec ce que nous reconnaissons comme profondément vrai pour nous, moins nous avons besoin de demander au monde l'autorisation d'exister. Voilà peut-être le véritable commencement. Nous ne sommes pas obligés de devenir quelqu'un d'autre pour créer une nouvelle réalité. Nous pouvons commencer par revenir au point d'origine, observer l'identité depuis laquelle nous percevons notre vie, distinguer ce que nous croyons être de ce que nous reconnaissons être, distinguer l'identité par défaut de l'identité originale, explorer tous ces angles de vue qui nous appellent et construire progressivement une existence qui ne demande plus à notre être profond de se taire pour pouvoir fonctionner. Parce qu'au bout du compte, nous ne créons jamais une réalité depuis nulle part. Nous la créons toujours depuis quelqu'un. Et la question fondamentale n'est peut-être pas seulement « qu'est-ce que je veux obtenir de la vie ?» La question pourrait être « qui suis-je lorsque personne ne me dit qui je dois être et que devient ma réalité lorsque je commence enfin à vivre depuis cet endroit ?» C'est là que tout commence, au Nexus 0, au point d'origine, à l'identité. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Alors merci à toi infiniment d'être resté avec moi jusqu'au bout et je te donne rendez-vous jeudi prochain pour un autre épisode Be the One, Human Life. En attendant, n'oublie pas, redeviens le centre de ta vie. Be